Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour l'une des dernières, si ce n'est la dernière rencontre, mais il y a encore quelques lectures et autres propositions au livre sur la place, mais en termes de rencontres, de dialogue avec des écrivains, je crois que c'est l'une des dernières. Donc merci d'être avec nous pour rencontrer Elise Fischer, que vous connaissez très certainement et que vous êtes venu, je pense, voir précisément. Vous n'êtes certainement pas entré par hasard dans cette salle. Vous connaissez ses livres, beaucoup de ses livres, je pense. Vous la connaissez aussi comme journaliste. Oui, voilà. C'est aussi ma profession. Et vous la connaissez peut-être comme voisine, je ne sais pas, parce que vous êtes vraiment d'ici. Juste avant de vous rejoindre, j'avais des lectrices et lecteurs qui étaient de Mervaville. Mon époux est là, donc il sait que c'est tout près, qui connaissaient l'histoire de Flins dans l'autre livre où les maisons ont brûlé et qui étaient très fiers que je sois à Nancy, reçue en préfecture. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui sont aussi des voisins d'Elise Fischer. En tout cas, vous êtes forcément plus qu'intéressés par l'histoire dont il est question dans le dernier livre d'Elise Fischer, qui s'intitule Sur le fil et qui est publié aux presses de la Cité. Vous avez publié quelques mois auparavant un autre livre. Oui, c'était chez Calman Lévy. C'est celui livre-là, il a déjà pas mal marché. Le hall du livre, il l'a bien défendu. C'était le jardin de Petroni. Enfin, c'est cette grande saga qui commence en 14-18. Il y a eu un épisode en 33. Là, on est dans les années 39-45 à Nancy, Lunéville, Bayon, avec des faits vrais. C'est la petite histoire dans la grande histoire. Voilà. Voilà. Alors aujourd'hui, on va surtout parler de votre roman le plus récent, donc Sur le fil, presse de la Cité. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Vous avez donc deux éditeurs différents. Est-ce que ça correspond à deux types de livres différents chez vous ? Alors, ça pourrait, parce que Sur le fil, il est quand même très différent du genre de roman, même si ça se passe en partie à la prison Charles III, même si, parce que je suis identifiée comme un auteur de Lorraine, même si c'est marqué Terre de France, c'est assez différent. Ce roman-là aurait très bien pu être un roman publié chez Fayard. Ça a été un de mes éditeurs. C'était Jean-Claude Berline, avec Olivier Bétourné, qui est maintenant le président du Seuil, avec Claude Durand, qui maintenant est décédé, comme vous savez, hélas, qui a publié Appelez-moi Jeanne et d'autres. Celui-là pouvait très bien passer chez Fayard. Bon, c'est quand même compliqué, hein. Déjà deux, c'est difficile. Ils se prennent le chou pour les sorties de livres, un en mai, un en septembre. Je vous admire de me suivre autant. Voilà. Donc non, sinon on essaye de les identifier dans le même genre, mais disons que là chez Calman, j'ai commencé une vaste fresque, l'histoire d'une famille lorraine depuis 14-18, et je devrais aller en 4-5 tomes, le 4e est en écriture, jusque de nos jours. Ça me permet de voir l'évolution des personnages. Mais là aussi, sur le fil, il y a une évolution de personnage. Exactement. Vous l'avez lu, voilà. Florence. Alors, justement, sur le fil, on découvre votre héroïne en 1960. Donc, on la découvre pas aujourd'hui. Et puis, on va découvrir plus tard, parce que ça se développe sur deux périodes, son passé, le passé de sa famille. Mais alors, 1960... on est en prison. Alors peut-être comment vous est venu ? Est-ce que c'est tiré de quelque chose que vous avez lu, d'un fait divers ? Comment vous est venu ce personnage et cette situation ? Alors c'est vrai que comme l'histoire est assez ample, le fait divers qui a motivé, ça fait 10 ans que j'y pense à ce livre-là, tout en écrivant les autres. Il y avait eu un fait divers et on avait l'histoire d'une femme qu'on était venu arrêter chez elle 7 ans après les faits. Elle avait laissé mourir, elle n'a pas porté assistance, elle avait laissé mourir son mari, à savoir c'était l'histoire d'une femme battue. Donc elle va aller dans un milieu modeste apparemment, elle doit aller faire sa lessive, vous la voir, c'est au petit matin,
Elle a fait bouillir le linge. Le mari rentre quasiment ivre-mort. Et au moment où elle charge sa lessiveuse sur la brouette, c'est comme ça qu'on faisait pour aller au lavoir, elle voit la casserole d'eau pour faire le Nescafé qui est posée sur la flamme du gaz. Alors les gaz aujourd'hui, si ça déborde, il y a des sécurités. On ne sera plus jamais... ça déborde, la flamme est éteinte, donc le gaz s'en va. Elle ne dit rien. Elle est tellement à bout, elle a tellement été battue qu'elle va faire sa lessive. Et quand elle revient, évidemment, elle peut appeler les secours, il est mort, on ne peut pas le réanimer. Alors ça, c'était une histoire vraie. Que vous avez lu dans le journal? Que j'ai lu dans le journal. C'était dans l'Est républicain. Alors je ne sais plus dans quelle ville aux alentours de Nancy, mais c'était en région. Et simplement, vous savez que quand on a une mauvaise action sur la conscience, parfois c'est dur de la garder pour soi. Elle s'était confiée à sa voisine, qui n'était guère plus heureuse qu'elle. Et 7 ans après, elles se sont disputées pour une histoire de bassine de confiture qui n'avait pas été rendue. Et la voisine est allée la dénoncer. Et au moment où elle est dénoncée, c'est presque pour Lina Graziella, elle a 2 prénoms, c'est presque un soulagement. Parce que pour elle aussi, c'était sans doute très difficile de vivre avec ce souvenir. Et alors, ça, c'est la partie vraie. La partie autre, que ce soit une fille qui arrive d'Italie, qu'elle soit passée par le cirque. Moi, je suis fascinée par le monde du cirque. Je suis fascinée par la famille Grus qu'on aime beaucoup à Nancy. On a toujours le cirque Arlette Grus qui vient. Mais j'ai eu le bonheur de rencontrer Annie Fratellini, Pierrette Texte, donc et d'avoir beaucoup parlé avec eux et de les avoir interviewés, de faire pas spécialement pour ce livre de manière générale. Non, ça c'était il y a longtemps que elle est décédée, mais vous savez il y a des univers comme ça qui vous hantent, et en commençant, en prenant la plume pour raconter l'histoire d'une femme battue qui a sa faute, et surtout la prison Charles III a quand même une grande importance pour moi. C'est quand même un lieu où l'année où Mireille d'Arc, je pense que vous vous souvenez, a été présidente du livre sur la place. C'est l'année où je me suis rendue, comme d'autres auteurs, Bourringer y est allé le lendemain, je me suis rendue au quartier des femmes et j'ai rencontré effectivement donc les détenus à Charles III. Mais quand je me rends à Saint-Étienne, 2 fois, avec Jacques Plaine, qui a fondé le Salon du Livre de Saint-Étienne à son époque, il m'avait emmené au quartier des femmes à la Talaudière, près de Saint-Étienne. Donc j'avais vu. Et la situation des femmes m'avait interpellée et bouleversée. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et donc là, il y avait des femmes et il y avait surtout des mineurs avec des femmes adultes. Et j'ai vu combien c'était difficile. Il faut dire que la prison Charles III que nous avions et qui est maintenant rasée remonte à Léopold. Ça n'était pas une prison sous Léopold, c'était une manufacture des tabacs, mais c'était un édifice, l'un des plus anciens et les plus insalubres de France. Et donc, votre héroïne, elle est là. Il a paru évident de la placer là. Je la place là parce que je connais, et surtout je la place là et je place à côté d'elle une sœur merveilleuse, une religieuse de Saint-Charles. Elles sont très présentes dans notre région. Leur patron, c'est Charles Borromée, qui s'est occupé des gens qui avaient la peste, etc. Et donc, sœur Marie-Bernadette, très discrètement, va venir la visiter. Et progressivement, va l'inciter à accepter qu'un avocat la défende. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que cette femme, au début, effectivement, elle dit, non, effectivement, je l'ai fait, donc... je l'ai fait, j'ai pas besoin d'être défendue. Je reconnais ce que vous appelez mon crime, voilà. Et donc, elle va quand même croiser, elle a la chance de parler avec le procureur qui est un grand humaniste. Voilà. Parce qu'un procureur, le juge d'instruction aussi, ils instruisent à charge, mais aussi à décharge. Et lui, très vite, comprend que cette femme, même si on est battu, c'est sûr que c'est pas bien de tuer, mais qu'elle était à bout. Donc, elle n'a pas pris un revolver, elle a laissé, elle a manqué de porter assistance. Et il sent qu'il y a une blessure. Mais celle qui le sent le plus, on ne dira pas pourquoi ici, c'est sœur Marie-Bernadette, parce qu'elle la connaît. Mais Lina ne sait pas qu'elle la connaît.
Alors, sœur Marie-Bernadette, vous en faites quelque chose qui ressemble à une sorte de psychanalyste. Elle accouche ses souvenirs, elle lui pose des questions. Elle reconstitue sa mémoire. Elle dit d'ailleurs, à un moment donné, quand elle se confie sur le papier, et elle donne son texte à lire à chaque fois à sœur Marie-Bernadette, parce qu'elle n'est jamais sûre des souvenirs qui reviennent. Il faut dire qu'elle a eu un accident de trapèze qui était très grave. Elle a failli mourir et son partenaire, lui, est mort. Donc, elle n'est pas sûre de ses souvenirs. Et c'est ça qui m'intéressait. Alors, ce que je dois dire, c'est qu'une psychiatre de Nancy, dont je tairai le nom, l'a lu en 2 jours. Elle m'a dit, pour la situation, je vous donne le terme, s'il y a des médecins, post-trauma, Élise, c'est parfait. Alors, je ne sais pas moi. Donc, elle reconstitue sa mémoire. D'ailleurs, son mari lui a dit, moi, j'ai une femme qui est peut-être belle, mais c'est une femme à la tête trouée, puisqu'il manque des éléments. Effectivement. Et ce qu'on va redire, c'est qu'effectivement, donc, elle a commis ce qu'on peut, enfin en tout cas, c'est comme un crime. Voilà. Elle voulait être débarrassée. Voilà. On comprend, elle est battue. Voilà. Mais auparavant, elle avait connu un précédent accident, donc qui est l'accident de trapèze, et elle ne s'est mariée avec ce mari en question qu'après. Elle ne s'est mariée avec lui qu'après, parce que on va dire qu'il la coursait depuis très longtemps. Pour une autre raison, parce qu'il y a plein de ressorts, hein, vous savez, dans mes livres. Et donc, il lui dit, avec moi tu seras bien, etc. En fait, comme on dirait en Lorraine, il lui compte minon-minette, hein, pour qu'elle accepte. Bon, comme elle a plus personne, que Pedro, qu'elle aimait beaucoup, qui n'était pas son amoureux, mais lui l'aimait, donc son partenaire de trapèze, et puis l'autre homme, alors là on remontera, mais à ce moment-là elle l'a oublié, son danseur de Berlin, son juif allemand danseur à Berlin qui a fui le régime de Hitler quand elle était très, très jeune. Donc elle se laisse compter fleurette par René, elle n'a plus personne vers qui aller. Et ce qui m'intéressait, c'était aussi de montrer, quand on a un accident au cirque, là c'est un cirque où, malgré tout, on reste, on accueille la personne qui peut plus faire les mêmes exercices. C'est la grande famille du cirque. Alors on vend les bonbons, on fait la poussière dans la salle, etc. D'ailleurs, ses copines lui ont dit, bah oui, quand elle a du succès, profite, Bellina. Un jour, tu feras comme moi, tu vendras les bonbons, mais tu seras toujours dans le cirque. Et alors, oui, le milieu du cirque, donc que vous connaissez plutôt bien, vous avez plongé dans vos souvenirs, dans votre connaissance du cirque pour le décrire. Alors, il a fallu y retourner un petit peu. Alors, j'y suis retournée au moins une fois, mais aussi dans les livres. Alors, je recommande à celles et ceux qui sont passionnés peut-être par les arts du cirque. J'ai beaucoup travaillé, c'est avec une Lorraine. Enfin, à partir de son livre, c'est Agnès Pierron. Vous devez la connaître. Elle est native de Lunéville. Elle avait fait un dictionnaire du cirque parfait. C'est grâce à elle que on se remémore les choses. Par exemple, les roulottes s'appellent des verdines parce qu'autrefois, elles étaient peintes en vert. Par exemple, le grand rideau, avant d'entrer en piste, le grand couloir, le rideau qui ferme, c'est la gardine. Il y a des expressions quand les artistes du cirque veulent dire « j'ai peur », ils vous disent, par exemple, « j'ai les nerfs qui rouillent ». Donc ça, c'était plaisant. Il fallait donner un peu des vérités du cirque. Alors ça m'a beaucoup aidé. Puis Annie Fratellini m'avait fait beaucoup de confidences. Alors, le cirque Grus, j'y reviens, je peux ? Oui, bien Alors, sûr. C'était intéressant, si vous voulez, parce que Arlette Grus, qui a redonné vie au cirque Grus, c'est quand même une femme dont une des ancêtres, Louise Grus, alors ça, c'était intéressant pour moi, Lorraine, elle est née à Mirecourt. Et ça, peu de gens le savent. On ne sait d'ailleurs pas où elle est enterrée, hein, j'ai pas retrouvé. Elle est née à Mirecourt, et c'était une femme qui avait énormément de rigueur. Elle voulait que dans son cirque, personne, jamais, ne se comporte mal. Les petites histoires d'amour, derrière la verdine, derrière la gardine, elle en voulait pas. Elle avait une ceinture autour d'elle. De chasteté. En acier. C'était presque ça, de chasteté. Avec les clés de toutes les roulottes. Et quand elle voyait un homme qui se comportait mal, un coup de mousqueton enlevé là, elle attrapait sa ceinture, elle disait, celui-là, il va tâter de ma ceinture, et elle lui bottait les fesses. Alors,
Et ça vous paraît... non, on ne va pas porter des jugements de valeur. Non, non. Mais j'aime bien raconter l'évolution. Oui, voilà, c'est ça. En tout cas, c'est une façon de l'utiliser aussi comme une façon de retracer l'histoire du cirque. Voilà, des grandes avancées aussi dans les numéros autrefois. Donc, elle appartient à cette génération où maintenant des accidents mortels de trapèze, il y a des filets de sécurité. Et elle était la reine des airs sans filet. C'était leur gloire à Pedro et à elle de travailler sans filet. D'abord, elle a été équilibriste, d'où le titre Sur le fil. Quand elle est très petite fille avec son oncle Giorgio et Donatella en Italie, elle est sur le fil. Et quand elle arrive au trapèze, elle fait des choses extraordinaires sur le fil. Et quand elle arrive au trapèze, Pedro lui dit « Tu peux me faire confiance, Lina. Ton corps, je le connais par cœur. » Ils n'ont pas couché ensemble, c'est pas ça. Il l'a vu faire. Regarde mes mains. Il met les mains dans la magnésie, vous savez, la poudre blanche. Je n'ai jamais raté une de mes partenaires. Tu seras la reine des airs. Bon, si elle chute, je ne vous dis pas pourquoi. Vous le saurez en lisant. En tout cas, c'est pas la faute de Pedro. C'est pas du tout la faute de Pedro. C'est bien autre chose. Vous avez... donc il y a ce plaisir de retracer la vie du cirque. Il y a aussi le plaisir, j'imagine, de remonter une généalogie, parce qu'on va apprendre. On va et vient entre deux époques. Donc 1910, 1916, on a toutes ces années italiennes en Ombrie, c'est-à-dire à Terni, Stroncone. C'est pas très loin d'Assise. Donc elle est fascinée par Saint François d'Assise. D'ailleurs, son oncle Giorgio, qui est un fan de cirque, qui est son oncle adoptif, puisque le père l'a adopté, on saura pourquoi, l'emmènera à Assise. Il lui montre les grandes cascades de Marmoré. Et ça, la passion de l'Italie, je l'ai eue grâce à un couple d'amis qui sont fans d'Italie. Ils y vont sans arrêt. Ils m'ont donné des comptines italiennes, ils m'ont donné des lieux. Et donc, je travaillais un peu pour eux, presque. C'est toujours une grande histoire d'amour quand on écrit un livre. Donc en fait, je le dis en riant, mais ça n'a rien d'étonnant. Écrire pour vous, c'est mettre toutes vos passions, le cirque, l'Italie, en un même endroit. Ou en un même endroit. Alors là, on passe quand même par la Suisse et Montmartre. Oui, non, mais un même endroit. Dans un livre. Le livre, c'est une merveilleuse carte de géographie, si je puis dire. Oui, c'est bien d'y mettre ses passions, mais c'était bien aussi de montrer la trajectoire d'une femme. Comment une petite fille, normalement, naît dans une bonne famille italienne, des gens riches qui ont une propriété. Comment déjà sa mère, jeune rebelle, quitte la propriété, sera servante. L'histoire de la mort de sa maman, il y a des passages graves, il y a des passages où on rit aussi. Parce que quand elle est petite fille, avec la dame qui s'occupe d'elle, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, Donatella, elle est merveilleuse. C'est une femme avec un cœur extraordinaire. Il y a quand elle se cogne la tête contre les murs, à la fois c'est grave, mais quand elle dit « je veux faire sortir le chagrin et j'ai beau taper ma tête, ça sort pas » ou ça reste collé. C'est une petite fille qui a beaucoup de spiritualité, qui a beaucoup d'humour. Elle aime la vie, tout simplement. Donc elle veut faire comme Donatella, elle veut faire comme l'oncle Giorgio, etc. Donc elle va les suivre quand la famille, quand la grand-mère, la nonna, va mourir. Elle va suivre Giorgio et ils vont passer par la Suisse. On rencontrera un autre cirque, le cirque Ni, K-N-I-E, qui existe toujours sur les bords du lac Léman. Et c'est un cirque qui avait une parenté, on pourrait dire, avec les artistes des cirques grusses. On ne frappe pas les animaux. On frappe à terre, mais jamais. On leur parle, on les respecte. Il y a des cirques où c'est infâme et il y a des tas de pétitions qui circulent, mais eux utilisent les animaux nés dans les cirques et les respectent. Et ça, je tenais à le dire aussi. Et vous aimez particulièrement ça, les romans généalogiques ? J'aime bien les grandes destinées. Alors, ça me vient peut-être que du fait que dans la famille de maman, il y a eu 2 lourds secrets, si vous voulez. Maman n'a pas vraiment su, même si elle a eu un papa qui lui a donné son nom et qui l'a élevé. Tardivement, au début, elle était chez la grand-mère et ça a été une blessure pour elle. Qui était
son vrai papa, son papa biologique. Oui. Et elle a beaucoup cherché, beaucoup interrogé, et elle n'a jamais su. Alors, c'est vrai que j'aime, à travers les destinées, éclaircir un petit peu ce qui est enfoui. J'aime bien tirer, comme je dis, les tiroirs des commodes. Et souvent, quand vous venez pour vous faire dédicacer des livres, c'était le cas avec les noces de Marie-Victoire. D'ailleurs, ça, c'est une histoire vraie. Je dis, est-ce que chez vous, il y a une commode? Il y a une commode chez vous, Florence? Non. Chez vos parents? Oui. Oui. Il y a plusieurs tiroirs. Oui. Je crois que dans l'avant-dernier, si vous faites bien attention, il doit y avoir un double fond et il y a sûrement un secret de famille. Alors, je dis ça, mais c'est vrai, on a tous des secrets, on a tous, et ce sont des vies riches qui nous courent après et on a envie de savoir et de comprendre. Je pense qu'on ne peut être véritablement heureux que si l'on sait vraiment qui l'on est et d'où l'on vient. Est-ce que vous vous intéressez particulièrement à la psychogénéalogie, par exemple, ou Ah oui, pas plus que ça? j'avais travaillé avec une grande, quand je faisais certaines émissions de radio psy, donc à celle qui a écrit Aïe mes aïeux, Anne Schutzenberger, elle est connue, elle est d'origine alsacienne, alors ça m'aidait beaucoup. On s'était téléphoné et je lui demandais des astuces pour aborder certains questionnements par rapport à des auteurs que je recevais. Alors, c'était des livres pointus chez Odile Jacob, etc. J'ai reçu Caroline Eliachev, j'ai reçu Gérard Séverin, j'ai reçu des grands psys, j'ai reçu la fille de Dolto. Donc, et j'avais besoin toujours d'une référence. Et j'appelais Anne et elle me donnait des clés. Un jour, pour une chose personnelle, elle m'a dit « Je suis sûre que vous êtes merveilleuse et que vous allez trouver. » Mais c'est elle qui m'a appris qu'un secret de famille qui est tu, au bout de 5, 6 ou 7 générations, on peut fabriquer, c'est le mot qu'elle a employé, un enfant autiste. C'est pas la mère, la mauvaise relation avec la mère, c'est ce qui a été tu qui provoque le drame et le désespoir de non seulement de la personne, mais des personnes, ça peut être ça, d'origine psy, qui sont autour de lui. On sait aussi qu'il y a des gènes qui sont défaillants, mais un peu de ceci, un peu de cela. Et ça m'avait beaucoup fait réfléchir. J'ai un neveu autiste. Voilà. Donc la généalogie m'intéresse. La psy, oui. Et la et la psy, ah oui, je suis... Psychogénéalogie. Psychogénéalogie, oui, c'est très important. Alors du coup, c'est pas étonnant que sœur Marie-Bernadette soit dans cette position du psy qui accouche. Bien sûr. Alors que lorsqu'elle a connu tout au début notre Lina qui s'appelait Graziella, on l'a appelée Lina parce que sur la fiche du trapèze, Graziella c'était trop long. Il fallait entre les deux morceaux du trapèze, L-I-N-A. Et ça allait parfaitement. Alors elle dit oui, c'était le deuxième prénom de maman, ça ira très bien. Est-ce que, alors peut-être que vous en avez déjà parlé, mais comme nous c'est la première fois que nous nous rencontrons, moi j'ai une curiosité un peu fraîche à votre. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous travaillez pour écrire? Est-ce que vous avez des rituels d'écriture? Est-ce que vous écrivez dans l'ordre? Est-ce que vous reconstruisez tout après? Oui, j'écris dans l'ordre, ça c'est sûr. J'ai une copine, Lorraine Fouché, qui écrit dans le désordre et qui après recolle les morceaux, le puzzle, et ça marche très bien. Mais moi j'y arriverai pas, ça c'est sûr. Alors ce qu'il y a, c'est qu'au départ, j'avais, pour ce livre, mais c'est la même chose pour d'autres, j'ai une idée. Je me souviens, pour les Alliances de cristal, j'ai vu une fille qui mettait ses mains dans le sable, etc. Bon, c'était parti. Mais je sais à peu près comment je vais finir. Je dis à peu près. Et puis, en fait, je fais un peu comme Sylvie Germain. J'avance avec mes personnages. Je vais vous donner une petite anecdote. J'ai eu la chance d'interviewer Henri Troyat 3 fois. 2 fois, je suis allée chez lui. La première fois, il se déplaçait encore. Il était venu au studio de Radio Notre-Dame. Et je lui avais raconté que j'écrivais 3 reines pour une couronne. Et dans 3 reines pour une couronne, qui est une saga de femmes, évidemment, il y a Baptiste. Baptiste qui aime sa Lise plus que tout, mais Lise meurt de la grippe espagnole. Et moi, comme c'est une histoire d'amour extraordinaire, je veux que Baptiste ait une crise cardiaque et qu'il meure. Alors j'en avais un petit peu parlé comme ça, Henri Troyat. Je le revois 6 mois après, chez lui, et il met, alors je ne pensais pas qu'il s'en souvenait, il met sa main sur la mienne, il me dit « Alors, ça va comment votre histoire de la bière ?» Oh, je lui dis « Je suis embêtée, j'arrive pas à faire mourir Baptiste. » Et qui me dit « C'est bon ça, c'est que la mayonnaise prend,
Mais vous n'êtes pas propriétaire de vos héros. Il faut les laisser vivre, il faut les accompagner. Donc, j'ai retenu la leçon et j'avance avec eux. Et quand il se produit un événement, et en fait, j'ouvre une porte qui en ouvre une autre, et c'est comme ça que ça se construit. J'arrive finalement à peu près où je veux arriver. Mais par exemple, sœur Marie-Bernadette, au départ où je l'ai mis en visiteuse de prison, je peux vous dire que je ne savais pas les liens qui étaient les siens au moment de l'accident. Ah oui. Ah, je ne savais pas. Je ne savais pas non plus qui était l'avocat. En revanche, je savais qu'avec l'avocat et plus tard, je ne dis pas quoi. Donc, mais bon, et ça c'est naturellement tissé. Et c'est vrai que les personnages, alors je ne veux pas être prétentieuse, ne nous appartiennent pas. On les fait naître, on les met sur le papier, mais ils sont très vivants et c'est vraiment eux qui nous tiennent la main. Je réponds à votre question. Mes rituels, maintenant je suis encore journaliste en radio, donc j'ai quand même plus le temps, j'ai moins de papier écrit, j'en ai quasiment plus à rendre. C'est surtout le matin. J'écris beaucoup le matin. Je peux aller très tard dans la nuit, mais comme je dois lire pour les auteurs, les livres des auteurs que je reçois à Paris, donc dans les locaux de Bayard Presse, donc je ne veux pas lire, je ne veux pas écrire le soir. Je veux rester aux lectures le soir. Je regarde jamais la télé. Je veux vraiment lire les soirs, écrire dans la journée et très tôt le matin. C'est comme ça que ça se passe. Il ne faut pas mélanger les deux, il ne faut pas se laisser influencer. Il n'empêche, pour le jardin de Petroni, j'étais en train de finir l'écriture. Et j'ai eu à lire, ça a dû vous passer dans les mains, je le connais un peu, Gérard de Cortance. Oui. Zazou, même époque, même chanson. Mais moi, c'est à Nancy. J'ai décalé le rendez-vous. Parce que je ne voulais pas me laisser influencer, oui. Je voulais l'avoir fini et j'ai reçu Gérard après. Et puisque vous avez 2 livres qui sortent à quelques mois d'intervalle, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez travaillé sur les 2 en même temps? Alors non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que le jardin de Petroni, on va dire que c'était lancé, celui qui vient après, je sais aussi ce qu'il y aura dedans. Mais simplement, j'avais signé un contrat. Il aurait dû normalement, lui, paraître en mars. Et quand l'éditrice l'a lu en décembre, vous voyez, ça remonte à loin, et c'était fini, tout propre, tout. Elle a lu, elle m'a dit, on va prendre le risque. Pour moi, je le verrais bien en livre de rentrée. D'autant plus, celui-là devait sortir en septembre. D'autant plus que septembre, c'est bien, Nancy, c'est votre ville, c'est le salon du livre sur la plage. Je lui dis, mais oui, mais j'en ai un déjà qui sort en septembre. Alors, bon, ça s'est un peu chiffonné. Et finalement, une des 2 éditrices a dit, bon, on va le sortir en mai. Ce qui, selon moi, n'est pas une trop bonne idée, parce que mai et septembre, c'est quand même un peu proche. L'un pourrait tuer l'autre. Pour l'instant, ça a l'air de partir. Et en tout cas, donc vous n'avez pas, il n'y a eu aucun risque non, de les pinceaux. Quand elle l'a lu en décembre, il était fini depuis voilà. Avant. Au salon de Besançon, j'ai pu dire à Clarisse, c'est fini, c'était fait, si vous voulez. Et donc, j'étais toute à celui-là, vous voyez. Oui, voilà, exactement. En fait, bon, voilà. Et du coup, il était fini après, c'est celui qu'on a mis avant. Bon. Et alors, aujourd'hui, finalement, pour en parler, c'est pas, vous vous débrouillez très bien, excusez-moi, c'est pas du tout ce que je veux. Oui, mais ça peut être difficile de parler d'un livre. Oui, parce que je les ai encore dans mon cœur. Cela dit, au moment où ça sort, je veux être une mauvaise mère. C'est pas bien, hein, c'est un peu nos enfants, les livres. Mais je me dis, l'important, je l'ai écrit. J'ai mis le point final, il est publié, c'est bon. Maintenant, quand je suis au stand ou dans les librairies, là je vais aller à Gérardmer bientôt, Gérardmer, pardon, donc dans une médiathèque, bon il y aura beaucoup de monde. Bah, en fait, le livre, il ne m'appartient plus. Il appartient aux lectrices et lecteurs. Et quand on me dit, oh là là, on verrait bien un film, est-ce que vous seriez... Bon, Philippe Claudel, lui, ce sont ses enfants, mais il est réalisateur. Moi, pas. Je ne saurais pas faire ce qu'il fait. Est-ce que vous voudriez écrire le scénario du livre? Je dis, oh bah sûrement pas. Moi, c'est le livre. Maintenant, si quelqu'un le sent autrement, veut faire différemment, il a toute liberté. C'est sa liberté d'interpréter comme il veut. Moi, l'essentiel, il y a le livre. Voilà.
Est-ce que c'est déjà arrivé d'ailleurs que certains de vos livres soient adaptés? Alors ça a failli, 3 fois. La colère de mouche a failli être adaptée par France 3. 3 fois, il est passé en comité. Et à chaque fois, les présidents de chaîne changeaient. Alors donc ça repasse, c'est au premier tiroir, on en parle, le directeur change, ça repasse au deuxième ou au troisième. Ça ressort parce que j'avais une jeune femme qui est attachée de presse, je la connaissais bien parce que j'ai fait pendant longtemps de la critique télévision, donc pour certains journaux et pour Bayard Presse et pour la radio. Donc je connaissais bien, je peux dire son nom, elle est maintenant en retraite, Elisabeth de Gerfagnan qui l'avait lu, elle m'a dit « Oh, ça serait pour France 3, qu'est-ce que ça serait bien, on parlerait de Talorène, etc. » Elle poussait, mais pas de chance. Vous savez, à France Télévisions, ça bouge tout le temps. Mais peut-être un jour, ça sortira, on ne sait pas. En tout cas, vous n'avez jamais eu l'occasion de voir ou de lire un scénario tiré, même s'il n'a pas été adapté? Alors, il paraît qu'il y a eu des choses, mais c'était à Champignol, parce qu'il y a une école de musique, c'était à partir de Appelez-moi Jeanne. Comme ma maman a écrit des poèmes, je l'ai appris tardivement. Bon, j'avais donné la permission de qu'on prenne les poèmes. Ils les ont mis en musique. Et avec, au fait de l'école de musique à Champignol, lui, il jouait de la guitare, il est compositeur. Et au moins, il y avait Jeanne qui était... Parce qu'elle a fait de jolies choses. Hein. Donc, non, moi, j'ai pas lu de scénario. Mais je sais pas me battre, je sais pas les vendre. Ah, chacun son métier. Si ça se fait, c'est bien. Si ça se fait pas, bah, c'est que ça ne devait pas se faire. Et est-ce que vous aimez lire à haute voix vos textes ou les entendre lus, ou est-ce que c'est quelque chose qui est loin de votre expérience d'écriture? Alors, il y en a qui sont enregistrés pour des associations de malvoyants. Donc ça, je sais que certains livres sont maintenant sur CD, donc c'est enregistré. Moi, j'aimerais pas m'entendre. En revanche, quand j'ai terminé, je fais ce que faisait Flaubert. Donc, je prends le livre, enfin, ce que j'ai écrit, avant de l'envoyer à l'éditeur, et je soumets, comme on dit, le texte au gueuloir. Je le lis à haute voix, pas pour m'émerveiller de ce que j'ai fait, mais pour entendre si une page avant ou 10 lignes avant, il y a un mot qui revient trop souvent ou qui est de la même famille pour éviter les répétitions. Il y en a encore malgré tout, mais ça évite, on dégraisse un peu les pages. Je travaille aussi comme ça. Ça, c'est très intéressant. Oui, et on voit toujours des choses. Enfin, il y a toujours des choses. Rien n'est jamais parfait. On peut toujours faire mieux. Et vos personnages, vous avez vraiment écrit, j'ai regardé votre bibliographie, j'ai pas tout lu, loin de là, mais j'ai au moins regardé votre bibliographie. Est-ce qu'il y a des personnages qui comptent particulièrement longtemps après encore que vous gardez Jusqu'à présent, j'ai pas trop oublié. C'est toujours le dernier j'ai pas trop oublié mes personnages, mais je vous avouerai que je ne relis pas. Je suis pas le genre d'auteur à aller relire un livre écrit il y a 20 ans pour m'émerveiller. En revanche, si on me demande une rencontre, par exemple, dans une maison de retraite pour parler de l'amour, parce qu'il y avait eu le dernier amour d'Auguste, là, je vais reprendre le dernier amour d'Auguste et je vais dire que jusqu'à la fin de sa vie, on a le droit d'aimer, etc. Bon, je m'étais beaucoup inspirée de l'histoire de mon beau-père, parce qu'il y avait beaucoup de vrai dans cette histoire, même que Olivier Bétourné, qui l'a publié, il était chez Fayard, c'est lui qui avait repris derrière Jean-Claude Berling, il m'a dit « Oh non, Élise, ça c'est pas possible ». J'ai dû lui amener l'avis de décès de mon beau-père ou sur l'avis de décès de la femme qui avait aimé, sans doute en tout bien, tout honneur, ou peut-être un baiser ou deux, ou bon, une fois, c'est rien, puis encore, hein, c'est sa vie. La dame qu'il avait aimée dans la maison de retraite, sa fille, c'était une fille-mère, avait mis Mademoiselle, son nom, et Monsieur Louis, son nom de famille, vous font part du rappel à Dieu de Madame, etc. Et alors, il a dit, Olivier Bétourné, bon, je l'aurais jamais cru. Mais ça a scandalisé, cet avis de décès-là a scandalisé ma belle famille, qui se sont dit, oh là là, notre père, notre beau-père nous a déshonorés. Je dis, arrête Suzanne, hein. Il t'a pas déshonoré. Si vous aviez été obligé de le prendre tous les dimanches parce qu'il était tout seul, vous auriez été sacrément kikiné. Au moins, il a été heureux. Et du coup, vous avez l'impression que c'est quand même toujours parce qu'on a le fait divers lu dans le journal, là il y a l'histoire familiale, c'est essentiellement le réel, l'actualité. Le réel m'intéresse. Le réel ou ce qui me touche.
Vous savez, la jeune Anne-Sophie Braham que j'avais découverte, qui a écrit Respire, ça a été, pour le coup, elle, adapté au cinéma. Elle a refait 2 livres depuis. Elle disait, avec beaucoup, elle a fait sa thèse sur Virginia Woolf, hein, elle est thésarde, elle a eu sa thèse. Elle dit, j'écris quand c'est là, et que sinon je vais vomir. Alors, faut que ça sorte. Mais c'est vrai que ce sont des personnages ou des histoires qui nous tiennent à cœur. Et à un moment donné, il faut que ça sorte. On leur donne vie. Vous savez, l'éditeur, ça veut dire en latin, editum, ça veut dire mettre au monde. Un éditeur, c'est un accoucheur, mais l'auteur aussi, hein. Il accouche de plein de personnages. Et vous diriez que vous êtes une observatrice à l'affût en permanence de tout ce qui se passe? Non, je suis pas comme ça. Je suis pas. Racontez-moi votre histoire, elle non, m'intéresse. Non, mais il y a une attention aux petites choses qui peut. Alors il y a une attention. Voit... Oui, ça c'est vrai. Il y a une attention aux êtres humains. Il y a une attention. Je peux être touchée. Je suis touchée. On me raconte une histoire. C'est pas dit que ça donnera un livre. C'est pas dit du tout. Mais ou bien on me demande conseil. Alors on me prend parfois pour un gourou, parce que j'ai traité un peu de psychogénéalogie, comme vous dites, parce que mes personnages, on me dit, sont attachants, sont humains. Est-ce que je peux entendre leur histoire? Ou j'ai des petites jeunes maintenant qui viennent parce que je suis présidente du concours de nouvelles pour la Lorraine. Donc, elles m'apportent leurs manuscrits. Elles me font une confiance immense. C'est vrai que je vais dans les lycées, mais bon, je peux conseiller, je peux aider. Oui, je suis attentive. Je crois que tout simplement, j'aime les êtres humains. Voilà, c'est tout. Et ça nourrit ça aussi peut nourrir. Vos livres. Hein. Ça peut nourrir, oui. Et écrire, alors là, énorme question à laquelle je n'attends pas de vraie réponse, rassurez-vous. Je vais essayer d'être vraie, mais je ne sais pas ce qu'elle va me demander. Vous savez pourquoi, du coup, vous écrivez, ou ce que vous cherchez quand vous écrivez? Alors, c'est comme quand vous demandez à une danseuse pourquoi elle danse, ou à un violoniste pourquoi il est violoniste. Je crois qu'en fait, très toute petite fille, j'avais 6 ans. Bon, comme beaucoup de gens de ma génération, je ne cache pas mon âge, je suis née en 1948. Ces années-là, les années 50, le baby-boom, on savait lire en entrant quasiment au CP. Donc, je ne suis pas une surdouée. Donc, le premier cadeau que j'ai eu, mais ce n'était pas à Noël en Lorraine, c'était à Saint-Nicolas. Donc, on entrait à la grande école, comme on disait, au 1er octobre, ce n'était pas 1er septembre, et à Saint-Nicolas, j'ai reçu mon cadeau. Et c'était un livre. Il faut dire que Jeanne, les livres, c'était important. C'était Les Malheurs de Sophie. Alors, Les Malheurs de Sophie, dans la version qui n'était pas expurgée, comme maintenant la collection rose ou la collection verte. Et c'était marqué sur la couverture, Les Malheurs de Sophie, par la comtesse la comtesse de Ségur, née Rostopchine. Alors, c'était un nom compliqué pour une petite fille de 6 ans. Et j'ai regardé maman d'une façon très interrogative. Elle m'a dit, eh ben oui, voilà. Elle était russe, comme la tante de Russie, grand-tante de Russie. La sœur de mon grand-père paternel est allée travailler à la cour du tsar. Si bien que quand on était fauchés à la fin de la quinzaine, pas du mois, maman disait, que voulez-vous mes petites filles? Certains ont un oncle d'Amérique et ont des sous. Nous, on n'avait qu'une tante en Russie, une grand-tante en Russie. Donc, et maman m'a dit, mais tu sais, c'est son histoire vraie. Comment ça, son histoire vraie? Alors j'ai lu, eh ben, on en parlera après. Alors évidemment, j'ai vu cette pauvre petite, sa belle-mère, l'horrible Madame Fichini, qui la fouettait, etc. Moi, j'ai jamais pris de fessée, jamais pris de coup de fouet, il n'y avait pas de martinet chez nous. Et je me suis dit, mais alors, avec sa vie à elle fait un livre que je lis, et qui, moi, me fait rêver, parce qu'avec les cousines, après les petites filles modèles, le château, les allées sablées, les ballerines, les belles robes à volants, tout ça. Et là, maman m'a raconté, elle m'a dit, bah oui, elle est venue en France, elle a épousé le comte de Ségur. Et pourquoi ces livres ont été publiés, hein? Pourquoi c'est des livres? Eh ben parce que son mari, elle pensait pas devenir écrivain, son mari était à la fois actionnaire au chemin de fer, c'était pas la SNCF, et à la fois actionnaire à la librairie Hachette. Et donc, le PDG de la librairie Hachette a dit au comte de Ségur, d'ailleurs la pauvre, elle a porté des cornes, hein, pas mal, il lui a dit, monsieur le comte, dites donc à votre épouse, qui raconte si bien des histoires d'enfants, d'écrire. Moi, je publierai, ça me fera de la pub et on distribuera ça dans les voyages, pour que les enfants, pendant les voyages en train, soient très sages. Et c'est comme ça qu'elle est devenue célèbre.
Ah ça, je me suis dit, eh ben moi, quand je serai grande, je raconterai ma vie. Voilà. C'est pas tellement ma vie que je raconte, un peu quand même. Naissance d'une vocation. Naissance d'une vocation. 6 ans, la comtesse de Ségur. Vous me direz qu'il y a des petits garçons qui deviennent des champions de football parce qu'ils ont vu Zidane ou leurs parents ont vu Zidane et ils ont envie de faire pareil. On fait un peu par copie, par mimétisme. On a envie d'égaler. C'est souvent comme ça. Et est-ce que vous avez déjà écrit pour les enfants ? Oui, il y a eu quelques livres à la demande d'éditeurs. Mais ça, je vais vous dire, hein, c'est drôlement difficile d'écrire pour les enfants. Qu'on ne croit pas que, bon, écrire pour les adultes, il y a un certain langage, bon, pour les enfants, c'est facile. Non, c'est bien plus difficile. J'ai écrit l'histoire de la petite Madeleine de Commercy. J'ai écrit l'histoire de chez nous, par chez nous, de la bergamote. Alors ça, c'était une vraie passion aussi. Alors ça, c'était mon idée. Et j'ai écrit un livre que m'avait commandé une maison d'édition dont le fondateur était un inspecteur d'école qui voulait des livres en 2 langues aux éditions de l'Oxalide. Il m'a dit, t'as qu'à prendre ton village du livre. Allez, tu me fais Meurtre au village du livre et débrouille-toi. 100 pages dactylographiées. Et j'ai tenu. Alors, moi, j'ai écrit la version française et il a trouvé une prof qui a traduit, donc, une page en français, une page en anglais. Mais il y avait toute la version anglaise et toute la version française. Et plein de classes sont venues au village du livre. Je montrais les lieux, la ferme de Pascal. Donc, il a dit, eh ben, tu m'as pas donné un beau rôle là-dedans, hein, puisqu'il enferme la fille à un moment donné. Bon, on a ri. Bon. Et c'était vachement sympathique. Oui, c'est bien, mais il faut du temps. Je mets quasiment plus de temps pour moins de pages quand j'écris pour les enfants. C'est exigeant, un public enfant. Et nous, adultes, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Donc voilà, vous en avez fait, mais ça y est, enfin, vous ne savez pas ce que vous cherchez à faire. Alors, il y en a d'autres qui doivent arriver. Attendez, l'histoire de la confiture de groseille, de Bar-le-Duc épépiné à la plume d'oie, ça se fait toujours, dont Churchill disait « c'est mon petit caviar rouge ». C'est écrit. C'est en train de se dessiner. D'accord. Voilà. Donc, encore une actualité très prochainement. Qui viendra. Alors, je ne sais pas quand, si c'est Noël ou si c'est Pâques, mais c'est bientôt. D'accord. Alors, comme le but, c'est quand même pas de dévoiler toutes les péripéties, etc. On n'a pas tout dit, on est resté très silencieux. Hein parce que pour découvrir les oliviers, pour découvrir les champs de lavande et tout ça, bah, il faut y aller. Hein. Voilà. Mais vous prendrez un joli bain de soleil, hein, je vous le dis tout de suite. Est-ce que ça me paraît le bon moment pour éventuellement dialoguer avec le public le public peut poser des questions. Alors, encore une fois, sur le livre qui a peut-être déjà été lu ou sur le travail d'écrivain de manière générale d'Élise Fischer. Florence, vous menez ça très bien. Bravo. Ça peut être aussi des c'est la première question voilà. qui coûte. Ça peut être de simples réactions à des propos qui ont été tenus ici. Oui, est-ce que vous referez un ouvrage à 2 comme Les larmes et l'espoir ? Alors ça, j'aimerais bien, parce que normalement, Les larmes et l'espoir, qui a été écrit avec Geneviève Sanger, je lui rends hommage. Hein. Les larmes et l'espoir, la guerre de 39-45, ça remonte en 1919 au traité de Versailles. L'idée, c'était celle de Geneviève. Mais elle voulait un autre écrivain, puisque c'est 2 femmes qui dialoguent, Esther et Magda. Vous voyez tout de suite, Esther, vu le prénom, et Magda. Ça se passe à Königsberg, hein, qui est devenu Kaliningrad. Donc, ça se passe là, au pays de l'ambre. Et c'est elle qui avait l'idée. C'est l'histoire d'un noble allemand qui n'est pas du tout nazi, qui a fait 14-18, qui a 4 enfants, 3 biologique, et la 4e, qui est une petite qui a été adoptée, une petite française. Elle grandit en même temps que les siens, mais quand éclate la guerre de 39-45, ses enfants de naissance sont tous séduits par Hitler, comme toute cette jeunesse. Pas Esther, évidemment. Esther qui va aller travailler avec Losé, qui va sauver des enfants juifs, etc. Donc ça, c'était... Et vraiment, toute la structure, le synopsis, c'était Geneviève Sanger. C'est un bel écrivain et je vous invite à la découvrir et à continuer de la lire.
On devait faire une suite, on devait aller jusqu'à la bande à Bader, on devait aller très loin. Mais malheureusement, l'éditeur qui l'a publié, c'est Denis Bourgeois qui a dirigé Grasset. C'est un peu comme dans les chaînes de télévision, c'est le turnover. Donc il n'est pas resté aux presses, il n'y a pas eu assez de résultats. Et la nouvelle éditrice, elle ne voulait pas marcher sur le projet de Denis et que l'on puisse continuer. Nous, on avait à cœur de continuer. Surtout quand on a vu dans les différentes FNAC, comme à Rennes, Avignon, c'était souvent le coup de cœur des libraires. Et la maison d'édition, qui était incertaine au moment-là, n'a pas su utiliser ce livre. C'était un livre de rentrée, un grand livre, vraiment. Voilà. Et ça a été un crève-cœur pour elle, vraiment un crève-cœur. Pour moi aussi. Mais on avait tellement travaillé avec tout notre cœur. Vous savez, on dit souvent que les auteurs qui travaillent ensemble, souvent finissent par se disputer. Franck et Vautrin, avec la Dame de Berlin, se sont engueulés je ne sais pas combien de fois. Vautrin, c'est quand même un écrivain de Lorraine, né à Pagny-sur-Moselle, près de Pont-à-Mousson. Mais ils s'adoraient. Mais ils finissaient par se disputer. Alors, je ne sais pas comment ils travaillaient. Nous, on faisait à chaque fois, chacune son chapitre. On se l'envoyait. Mais jamais on ne s'est disputé. Elle avait toute confiance en moi et moi j'avais toute confiance en elle. On en a encore parlé, elle était ma voisine aux dédicaces. Ça a été merveilleux. Mais malheureusement, on n'a pas pu continuer. On aurait beaucoup aimé. Voilà. D'autres, oui. J'ai cru comprendre que vous faisiez 2 livres en même temps, que vous écriviez de... Ah non, jamais, madame. Je les écris pas en même temps. Ils ont été publiés à quelques semaines, enfin quelques mois d'intervalle, mais je ne pourrais jamais passer de... Il y a des écrivains qui peuvent le faire, qui sont très sollicités, de l'un à l'autre. Simplement, le jardin de Petroni, j'avais déjà, ce qui pour moi est important, toute la documentation. Je savais, et c'était pas très difficile de poursuivre, puisque je savais déjà qui était Philippe de Laumont, je savais qui était Marie, la cantatrice de l'étrange destin de Marie. Tout ça, je savais, je les avais. Donc je prenais simplement la petite Jeannette, qui avait le tour de main en pâtisserie de Petroni. Donc je savais, ça pouvait être écrit en 3 mois, ce qui a été le cas. Une partie avait été comme ça, des notes griffonnées. Non, ils n'ont pas été écrits ensemble. Mais quand j'ai rendu sur le fil en décembre, il m'est quand même resté 5 mois. En fait, l'éditrice l'a lu en avril, il sortait en mai. Et ça a été, on peut publier un livre très vite de nos jours. Ah bon. Voilà. Merci. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais il est publié avant, alors qu'il est écrit après. Oui, madame, je voudrais, moi, personnellement, vous remercier. J'ai écouté votre charge de travail et le nombre de livres que vous faites. Et à chaque fois que j'ai lu un de vos livres, je vous envoie toujours un petit mot. Et vous avez toujours la gentillesse de répondre. C'est remarquable. Mais cher monsieur, je réponds, même quand on me dispute. C'est arrivé à un monsieur, mais c'était pas une méchante dispute. Parce que dans le livre, justement, Le Jardin de Petroni, comme on a la mère de Mariette, qui est alsacienne, quand elle apprend le massacre d'Oradour-sur-Glane, elle sait que ce sont des malgré-nous. Elle sait bien sûr qu'ils n'ont pas pu faire autrement, qu'ils étaient commandés. Et il y a eu cet infâme procès de Bordeaux, on le sait. Bon, ma mère est alsacienne. Et il y a Lise qui a dit, puisque ma grand-mère s'appelait Élise, elle a dit « Mein Gott !» Et ce sont des Alsaciens qui ont fait ça. Je ne pourrai jamais plus être fière d'être alsacienne. Ouh ! J'ai eu une dame qui m'a dit « Jamais plus je vous lirai, je le dirai à Nicolas Mingus ». Bon, que je connais bien par ailleurs. Et un monsieur qui est marié avec une dame qui est aussi alsacienne, ils vivent dans l'Oise, m'a dit « Madame, je vous suis depuis très longtemps, mais là j'ai été froissée. En fait, aujourd'hui, on ne fait plus beaucoup la différence entre un roman historique et un essai. Alors dans un essai, c'est un essai, mais dans un roman, vous avez des personnages qui peuvent avoir des réflexions, d'autant plus que là, elle restait très pro-française et elle comprenait l'Alsace, mais elle était complètement perdue, Élise. Ça ne voulait pas dire que j'adoptais, moi,
l'idée là en disant que l'Alsace c'était horrible, etc., parce qu'ils avaient fait ça. Mais non, je comprends l'histoire des malgré nous. Et j'ai du coup, Nicolas Mingus me lit, toujours, il fait des papiers dans l'Ami Hebdo, etc. Je lui ai dit, Nicolas, rassurez-moi, est-ce que vous avez été choqué? Alors il m'a fait une réponse, et il m'a dit, vous pouvez l'envoyer aux personnes qui vous ont dit que, et que moi, Nicolas Mingus, je regrette que on confonde le roman et l'essai. Mais vous savez, sur ce sujet, comme j'ai un nom alsacien, une fois, à Limoges, évidemment, c'est pas loin d'Oradour-sur-Glane, vient un monsieur à la fête du livre à Limoges. Il prend Les Cigognes savaient, un autre livre d'Alsace. Je vous embête là, non. Il regarde et il me dit, ah, vous êtes alsacienne. Il a pris ma table et il l'a foutue par terre. Il a dit honte à l'Alsace. Je lui ai dit, monsieur, je vous comprends, mais ils n'ont pas pu faire autrement. Je vous demande de revoir l'histoire. Moi, j'y suis pour rien. Et je lui ai dit, ma grand-mère était alsacienne, très pro-française. Mon grand-père, celui qui a adopté ma mère, hein, qui lui a donné son nom, avait la croix de guerre. Mon grand-père, au moment de 14-18, il était très petit comme homme. Donc, pour ne pas aller combattre déjà à l'époque avec les Allemands, il était allemand. Il s'est engagé à la Légion étrangère. Et il arrive et on le met sous la toise. Je sais pas, 1m59. Il n'était pas grand du tout. Ah, Albert, trop petit. Eh ben, trop petit, qui dit. Alors, tant pis pour vous. Hélas, pour moi, je vais donc combattre chez les Boches. Repasse sous la toise. Lève la plante des pieds. 1m62, c'est bon. Voilà. Donc, voilà cette famille. Mais bon, parfois, on est mal compris, hélas. Mais je réponds toujours, même quand je me fais disputer. Mais parfois, par Internet, on a le bonheur d'avoir... Alors, j'ai eu récemment, il y a eu une petite correspondance, un monsieur qui a été le patron de Radio-Canada à Montréal, qui est citoyen d'honneur de la ville de Langres, qui est fou de musique, érudit, Gilbert Lévesque, je peux donner son nom, il a un certain âge. Il m'a envoyé la photo du balcon où il a lu mes livres. Il y a un verre de vin blanc, et c'est un verre à vin presque d'Alsace. Et vraiment, je suis touchée. Elle m'a dit, si je viens en automne cet été, vous m'avez redonné le goût de Nancy, je vous fais un signe. J'ai dit oui, c'est ça. Et mon mari me conduira et on ira au foie ou à la table du bon roi Stanislas, on essaiera d'échanger. Mais ça me fait aussi très plaisir. Mais je réponds, c'est vrai. Madame Fischer, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un vous aide pour les recherches? Ah non, personne, je vous jure. Ah oui. Alors, on peut m'aider dans le sens où, par exemple, j'ai une librairie que j'aime beaucoup, c'est la librairie de Mademoiselle Rémy, rue Stanislas, hein, des livres anciens. Et souvent, je mets son nom. D'ailleurs, dans l'épisode de la librairie où les Allemands veulent saisir les livres interdits, si vous avez l'occasion de le lire, alors il y a des moments drôles, et les deux femmes sont seules pour tenir la librairie, les hommes sont à la guerre, et les Allemands cherchent, parce qu'ils savent qu'il y a des livres sur 14-18 qui ne sont pas à la gloire de l'Allemagne. Et heureusement, il y a le comique qui est là, qui tape sur l'épaule des Allemands, qui dit monsieur, vous m'aviez demandé des revues avec les femmes comme ça, un peu comme ça. Alors il dit, j'ai le paquet. Et les femmes tombent quasiment dans les pommes. C'est une famille très pieuse qui va à la messe tous les dimanches. Oh, j'aurais jamais cru mon mari comme ça, il avait des livres comme ça. Mais la librairie n'a pas été brûlée. Donc, je raconte. Alors, j'ai dit à Noël, tu m'as raconté ça, est-ce que je peux le mettre dans le livre? Elle a dit, mais oui, bien sûr. Alors, elle fait des recherches et elle me donne des livres qui peuvent m'intéresser sur les sujets qui sont les miens. Mais sinon, non, je vous jure, toutes les chasses, ce sont les miennes. Mais il faut que je sache, moi, si c'est quelqu'un qui me fait la documentation. Ken Follett qui fait des grands romans historiques, c'est bien à lire, mais c'est quand même sa femme qui lui fait les recherches. Non, moi toute seule, hein, je suis une grande. J'essaye, 1m59, mais j'essaye. On a le temps encore pour une question, je pense. Alors, ils savent tout, hein. Vous savez tout, les gens. Hein. Vous m'épatez. Excusez-moi. Il y a quelque chose qui était remarquable aussi que vous avez écrit. C'était « Je vous écris de Nancy ». C'était quelque chose, j'ai trouvé ça formidable, avec des photos, je crois. De votre Alors, mari. les photos sont l'œuvre d'un artiste qui est mon époux. Alors, j'aurais simplement voulu que l'éditeur reconnaisse la qualité des photos. Il l'a reconnue,
mais mettre le nom de mon époux sur la couverture et pas à l'intérieur. Et il est passé tout à l'heure, hein, je l'ai disputé. Parce que c'est pas normal. Parce que écrire, moi je connais. Mais pour le photographe, je disais à mon époux, ça. Il y a eu des milliers de photos qui ont été faites. Évidemment, on peut pas tout mettre. Mais le photographe passe un temps fou. Choisit ses angles, change d'appareil. C'est un travail de photographier Nancy et d'arriver à rendre sur un texte que d'ailleurs il n'a pas lu. Je lui disais simplement le musée Lorrain, Saint-Èvre. Donc le duc René, etc. Et il y allait, et il le faisait. On s'est pris même une fois une superbe prune, parce qu'on a pris un couloir de bus, bon, on a fait profil bas. Mais il a fait un travail extraordinaire, et je trouve qu'on ne l'a pas assez reconnu. Alors, je vous écris de Nancy, mais c'est un livre, sinon, que moi j'ai aimé écrire. C'est mon Nancy, c'est très subjectif, mais ce sont mes promenades. Alors, on me dit maintenant que on a découvert le jardin Gaudron qu'on ne connaissait pas, la statue qui s'y trouve, cet explorateur né en Lorraine allemande à l'époque, et c'est pour ça que la statue est à Nancy, parce qu'on n'aurait pas pu la mettre dans son village de naissance, c'était les Allemands qui le gardaient, etc. Donc moi j'ai pris plaisir à creuser l'histoire de Nancy, et maintenant les gens prennent le livre et vont se promener sur les lieux, et vont aussi bien au musée des Beaux-Arts pour comparer la toile de Ferrienne et celle de Delacroix, qui est la bataille de Nancy. Et ça me fait plaisir. Parce que j'ai l'impression que vous me suivez. Alors ça, c'est superbe. Merci, monsieur. Eh bien, écoutez, merci, Élise Fischer. Merci à vous, surtout. Sur le fil, donc, aux presses de la Cité. Vous savez si le chapiteau est... Vous retournez sous le chapiteau? Le chapiteau reste ouvert jusqu'à 19h. J'y recours. Tout de suite. Merci à vous.